Chapitre 3. La grande ville portuaire de Jingzhou avait pris l'initiative de ne pas attendre les ordres du magistère, l'archidémon qui régnait sur les Tartares, dont Asia était un des 3 continents. La cité avait dépêché ses navires pour secourir les réfugiés d'Europée entassés aux portes de la cité de la Pythie. La dizaine de bateaux qui étaient venus les chercher mouillaient à nouveau dans leur port d'origine. Ils étaient protégés par une digue et une imposante chaîne rouillée constituée de maillons de métal de 8 coudées de long pour un bras d'épaisseur. Cette cité comptait une 50aine de milliers d'âmes. Elle étalait sa myriade de maisonnettes ponctuées de pagodes cossues sur les 3 lieues du diamètre approximatif d'un ovale patatoïde enceint d'une courte muraille. Le blanc des torchis, chaulés, se mêlait au bois des colombages en bambou, tandis que le rouge des charpentes était çà et là orné de dorures, selon la richesse des familles qui y vivaient. L'ensemble de toits pointus, tout en courbe, dessinait une mer agitée, alors que celle du port était parfaitement calme en cette belle matinée ensoleillée. Les quelques centaines de survivants avaient été installés dans un faubourg de tentes, attenant aux murailles de la ville et protégés par un rempart de bambou et un fossé. Les réfugiés tentaient de s'organiser et d'améliorer leurs conditions de vie depuis les 2 mois qui les avaient vus débarquer ici. La traversée du fleuve-océan, depuis Europée jusqu'en Asia, avait été rapide, à peine 6 jours portés par des vents favorables. Compte tenu des circonstances, ils avaient été bien accueillis par les notables de la cité. La population, émue par ces réfugiés, s'était montrée bienveillante. Par le passé, au cours des nombreux cycles de guerre, la ville de Jingzhou avait elle aussi vomi des nefs de fuyards vers Europée. Il existait des créatures d'Asia assez vieilles pour le rappeler aux habitants qui se sentaient envahis. Et puis, un simple regard sur les bateaux en provenance de la Pythie et qui avaient demandé asile suffisait. Les ponts débordaient de civils terrifiés, d'êtres à l'enfance traumatisés, de familles endeuillées. Ces pauvres gens n'étaient pas des colonisateurs, seulement des malheureux que la morale imposait d'aider. Sélène et ses compagnons avaient été élevés par les survivants au rang de héros après leur manifestation de bravoure lors de la bataille de la Pythie. Les notables de Jingzhou leur avaient donc réservé les honneurs d'une pagode tout en bois noble, richement ouvragée et habituellement destinée aux hôtes de prestige. Les stores de bambou noir de l'une des fenêtres étaient tirés et au travers d'eux, des sanglots fatigués étaient perceptibles. Sélène était allongée sur son futon. Elle laissait libre cours à sa tristesse, accusant le traumatisme de la guerre dont elle avait été en partie témoin. Elle craignait le pire pour Lupin, le garçon qu'il aimait et l'avait toujours protégé, alors qu'elle avait cru s'éprendre d'un dénommé Tilsa. Elle culpabilisait. De Lupin, elle n'avait plus de nouvelles depuis la bataille. Nul ne l'avait retrouvé, lui ou son cadavre. L'injustice de ne rien savoir ne la quittait pas, mais en elle, l'espérance de le revoir ne pouvait non plus s'éteindre. Elle sentait que sa joie de vivre reprenait progressivement le dessus, mais elle doutait d'être prête à laisser libre cours à son optimisme naïf et débordant de jadis. Il est un temps aussi pour pleurer, un temps pour le chagrin. Sélène n'était guère qu'une adolescente humaine de 12 ans arrachée à sa réserve, et malgré sa force intérieure, elle avait vu tout son univers s'écrouler en quelques semaines. Du courage, ses compagnons lui en avaient donné. Il s'était remis plus vite qu'elle des événements traumatisants. La sagesse conférée par l'âge accélérait le processus. Ce n'était pas leur première guerre. Ces créatures qui vivaient sous le même toit qu'elle étaient effrayantes en apparence. Elles possédaient cependant de grandes qualités d'âme, au point d'avoir risqué leur vie pour la sauver. Pour elle, ses compagnons avaient osé affronter une des 2 entités les plus dangereuses au monde, l'archange, alors que celui-ci se déchaînait sur elle et le garçon dont elle était éperdument amoureuse. Cela faisait 2 mois que Sélène et ses compagnons pansaient leurs blessures. Tous avaient mérité un peu de repos, ce qui n'empêchait pas Sélène d'échafauder des plans pour voler un bateau à la cité et retourner en Europée. Bien qu'encore parfois secouée par des vagues de chagrin comme maintenant, Sélène redevenait de plus en plus combative. Elle se leva d'un bond et décida que c'en était assez. Une légère bosse apparut sur sa tunique au niveau de sa poitrine. Comme à son habitude, elle ne vit plus que ça. Elle allait sur ses 13 ans, se métamorphoser en femme, et un seul de ses 2 seins avait fini par grandir. On avait beau lui avoir expliqué que c'était un phénomène fréquent dans son espèce, ça mit une fois de plus Sélène en colère, ainsi qu'un peu honteuse. À cet instant, un petit galet traversa un des stores abaissé et la fit sursauter. Il avait percé de part en part le bambou, ce qui étonna Sélène qui avait découvert la solidité de ses essences depuis son arrivée en Asia. Puis, la pierre roula à terre de manière étrange et s'immobilisa, juste sous son nez.
Célène regarda le caillou en louchant, perplexe. D'apparence anodine, il mesurait 2 pouces de large sur 1 de long. Il était gris, poli par quelques forces d'érosion magique sur une planète guère âgée. « Salut l'élu. » Célène le regarda interloqué. « Je sais, j'ai cassé le store, mais ne me jette pas la pierre, Célène. » Le galet parlait. Des souvenirs confus revinrent à l'adolescente. Ce n'était pas la première fois qu'un caillou s'adressait à elle. Bonjour, vous êtes... Je m'appelle Pierre. Ah. Et j'ai inventé une prophétie dont tu es l'élu, Célène. Vous parlez en vrai ou le chagrin m'a rendu cinglé? Mais non, tu n'es pas folle. Tu as déjà remarqué que ça fait longtemps que le peuple des pierres veille sur toi. Maintenant que vous le dites, j'ai eu pas mal d'expériences étranges impliquant des cailloux. Souvent douloureuses d'ailleurs. Justement, à ce propos, il faut fuir. Tout de suite. Mais qu'est-ce... Je t'expliquerai plus tard. Le consensus a été perdu parmi mon peuple. Des factions s'opposent. En fait, il y a toujours eu des divisions. Te rappelles-tu avoir parfois trébuché sur des pierres lorsque tu vivais dans la réserve ? Pas qu'un peu... Il s'agissait d'extrémistes, de terroristes qui tentaient d'attenter à tes jours, bien que nous n'étions sûrs de rien te concernant. Ils espéraient faire passer ta mort pour un banal accident et surtout se débarrasser de la menace que tu représentais à leurs yeux. Nous faisons de notre mieux pour empêcher ces actes, mais nulle sécurité n'est parfaite et leurs partisans n'ont cessé de croître. Désolée pour toutes ces chutes, Célène. Moi qui pensais que j'avais pas de bol, je découvre maintenant que des cailloux m'en veulent. Pas tous. Presque autant t'ont protégé depuis ta naissance, mais le statu quo te concernant vient de se rompre. Une guerre civile semble sur le point d'éclater parmi les miens. C'est en partie à cause de notre intervention lors du combat qui t'a opposé à l'archange. Moi et mes partisans avons failli à notre devoir de neutralité. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois, ça s'est su. Nous te protégeons depuis toute petite. Tu es spécial. Je comprends rien à ce que vous racontez, monsieur le caillou. Pierre, appelle-moi Pierre. Sache seulement que je suis dans ton camp. Tu dois me croire et partir le plus tôt possible. La priorité est que tu survives. Attrape toutes tes affaires auxquelles tu tiens. Ces lieux vont être détruits dans quelques minutes. Mais mes amis sont ici. Il faut qu'ils viennent avec nous. Nous les avons observés, ils veillent sur toi. Nous estimons pouvoir leur faire confiance. Partons de cette cité au plus vite. Mais je comptais voler une nef. Je dois retourner en Europée pour trouver Lupin. Il est peut-être blessé. Et... Sa voix chevrota. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il ne sert à rien d'être malheureuse comme les pierres, élu. Le temps presse. Nous ignorons où il est. Sans doute une zone où les miens ne sont pas présents. Mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à contacter ton ami. Tenter de le retrouver sans savoir où aller revient à chercher un gravier sur une grève. Et qui ? Le grand monolithe. Il existe depuis les tout premiers temps. Je te conduirai à lui, mais si nous ne partons pas maintenant, nous serons bientôt morts. Des dissidents approchent et vont s'abattre sur vous. Comme nous avons failli à notre devoir de discrétion, ils ne vont pas prendre des gants cette fois-ci. Certains veulent ta disparition depuis ton arrivée dans notre monde. Tu seras à l'abri près du grand monolithe. Il t'apprendra ce que tu dois savoir sur toi et pourra t'aider à entrer en contact avec ton ami. Nous ferons d'une pierre deux coups, en somme. Tiens-moi dans ta main. Attrape ce qui t'est précieux et cours prévenir tes compagnons. Nous n'avons que trop parlé, il faut déguerpir d'ici. Mais... Maintenant ! Célène fit un baluchon à la hâte. Elle n'avait qu'une chose véritablement chère à ses yeux qu'elle ne porta pas déjà sur elle, la canne à pêche de Lupin. Elle l'avait gardée avec elle après la transformation du jeune humain en truie de garou, cette fameuse nuit sur le toit du palais de l'oracle de la Pythie. Elle attrapa aussi sa besace dans laquelle se trouvait la totalité des affaires emportées dans sa fuite d'Europée. Stena était assise sur un siège inconfortable de pierre dans le salon du bas. Le mobilier, les décorations, les boiseries et les tapisseries étaient entièrement pétrifiés. Elle s'en excuserait et rembourserait les frais au besoin. C'est un des inconvénients qu'il y a à transformer le vivant et ce qui y en dérive en minéral. Gagnée depuis sa rencontre avec Célène par un instinct maternel qui la surprenait de jour en jour, elle avait jugé plus prudent de rester au plus près de sa petite protégée. Elle pouvait ainsi s'assurer que son esprit d'adolescente malheureuse ne lui fasse commettre quelque folie passagère. Penser à sa quasi-fille adoptive l'obligeait aussi à se focaliser sur autre chose que le souvenir de l'oracle, son ancien amant qui s'était sacrifié pour que ses compagnons et elle survivent. Cet événement récent était douloureux pour elle. Avoir perdu cet ami qu'elle croyait immortel du fait de ses dons de prescience l'avait ébranlée. Sa disparition l'énervait. Quand ils étaient en couple, il anticipait constamment les problèmes. Il faisait en sorte qu'elle ne se mette jamais en colère, en étant gentille, prévenant, galant. Ça l'exaspérait. Elle s'était toujours estimée impétueuse.
Mais dans ce type de relation amoureuse, elle n'avait jamais de possibilité d'exprimer ses émotions. Ça avait précipité la fin de leur idylle. Pire, hein, il savait que le coup de grâce viendrait d'elle. Il l'avait manipulée, il l'avait empêchée de se dresser contre son plan. Si elle avait compris ce qu'il avait vu, elle s'y serait opposée avec une véhémente et absurde colère, car il avait raison, il avait toujours raison, ce qui ne faisait qu'accroître le ressentiment et la tristesse de Stena. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» s'exclama-t-elle furieuse. Un auditeur n'y aurait décelé nul rage, mais elle était bien sous-jacente à défaut d'être perceptible. Stena n'était pas expressive en général comme en particulier. Une vague de chagrin tenta de la submerger, mais elle l'ignora. De toutes les émotions que Stena était peu encline à éprouver, la tristesse était celle qu'elle fuyait par-dessus tout. Nul ne peut vivre plus de 7 siècles en laissant un sentiment de ce type s'installer. Pourquoi pas la nostalgie tant qu'on y était? Pour ne pas y penser, elle reportait son attention sur Selene. Tout ce qu'elle faisait pour l'enfant lui évitait de se demander si l'oracle n'avait pas été davantage pour elle qu'un simple ancien amant. Il est parfois plus facile de s'inquiéter pour d'autres que d'affronter sa propre tristesse. Pour l'heure, elle avait décidé de laisser le chagrin de Selene s'exprimer. Elle estimait sain que les émotions de cette adorable humaine sortent. Stena n'était pas à une contradiction près. Elle savait que la petite pleurait dans sa chambre. Stena consultait donc un ouvrage relié pour s'occuper l'esprit. Elle n'avait d'ailleurs guère d'autre choix que de relire pour la 100e fois la même page qu'elle avait changée en pierre au premier regard posé et qu'elle ne pouvait plus tourner. À la longue, elle s'était faite à cette façon de faire et jouait à inventer elle-même des suites. Sous ses dehors peu fantaisistes, Stena était pleine d'imagination. Alors qu'elle abordait sa 103e lecture, un vacarme de cavalcade adolescente dans l'escalier la fit sortir de son début d'histoire. Stena ne prit pas la peine de remettre son bandeau sur ses yeux, car Selene, dont c'étaient les bruits de pas, était probablement la seule personne de ce monde à être insensible à son pouvoir. Chaque fois qu'elle le pouvait, Stena en profitait donc, heureuse de pouvoir enfin voir grandir quelqu'un. « Stena !» Pas maintenant, Selene. Je suis en train de lire un livre absolument passionnant. Il raconte... Non, en vérité, il ne raconte pas grand-chose. C'est surtout une description sur la première page, mais ça commence vraiment bien. Je suis sûre que je pourrais aimer la suite de l'histoire si j'en trouvais un autre exemplaire. Je pense que la 2e page m'enthousiasmerait follement. Son ton, dénué de passion, n'aurait pas même pu convaincre un bibliophile. Selene se fit suppliante. « Mais Stena, Pierre dit qu'il faut qu'on parte, sinon on va tous mourir. » Elle montra un caillou à Stena. « On y est, » pensa Stena. La petite craque. Ce n'est guère étonnant après tout ce qu'elle a enduré. Mais au moment où elle réfléchissait à cela, la luminosité de la pièce baissa, comme si le ciel tournait à l'orage. Ses cheveux serpents que la pluie excitait d'habitude se mirent à siffler plus intensément qu'à l'accoutumée. Je ne sais pas pourquoi, mais cette tempête inquiète mes cheveux. En revanche, sa voix ne trahissait pas la moindre appréhension. « Ce n'est pas un simple orage, puissante Gorgone. » Stena se tourna vers le galet qui venait de parler en fronçant les yeux. « Salut, je m'appelle Pierre. » Ah. Mais on n'entendit aucune surprise impliquant de la curiosité dans cette remarque. « Ne soyez pas méfiante. Sachez que c'est plutôt moi qui suis inquiet. Après tout, vous vous nourrissez de cailloux, Gorgone. Alors, s'il vous plaît, faites une exception pour moi. »« Tu me sens mettre mes petits pions noirs un à un dans la chatte de la victoire ?» Sur le perron du rez-de-chaussée, sur une terrasse extérieure couverte en caillebotis, Annorine et Atkoum faisaient une partie de jeu de go. Annorine était un revenant, c'est-à-dire qu'il ne cessait de revenir sans jamais rester trop longtemps avant de repartir, chaque fois sous des formes différentes. À chaque retour, il guérissait de ses blessures. Il avait accueilli avec bénédiction de troquer son corps de dragon noir meurtri pendant la bataille de la Pythie. Après 2 revenances, il se plaisait depuis 2 jours sous cette forme d'araignée masque qu'il avait stabilisée au mieux. D'une taille d'environ 3 coudées, cette bestiole intelligente se nourrissait des fruits du tamarin de Shaham, où il y bâtissait des cocons maison dans ses branches. Cette race avait pour particularité la partie dorsale de l'abdomen des mâles. Celle-ci présentait des silhouettes indéterminées dans lesquelles les yeux des observateurs distinguaient des visages de leurs propres espèces, et leurs expressions différaient selon les émotions de ceux qui les regardaient. Ainsi, un orque joyeux y voyait-il une figure d'orque joyeux, et un cyclope triste. Atkoum, lui, était un technome, frappé d'une malédiction berserker qui, lorsqu'elle ne le rendait pas dingue, lui conférait un pouvoir d'autorégénération.
ce qui n'enlevait rien à la douleur qu'il avait ressentie quand ses 4 membres avaient repoussé d'un coup après la bataille livrée en Europée. Comment que je vais trop te niquer? Qui sait comment j'ai baptisé ma stratégie? La stratégie de la baisse de ta race. Eh ouais. Et tu sais pourquoi? Parce que je devais trop te baiser ta race. Le mouvement de bassin sans équivoque entrepris le technome fit tanguer le fragment qu'il portait à sa ceinture. Le précieux élément de cette relique sacrée qui avait constitué leur quête de connaissance initiale balança d'avant en arrière entre ses jambes. Il faudrait pour ce faire qu'enfin tu aies compris que poser au hasard tes pions sur le goban ne donne pas la victoire mais me donne tes goichi. Laisse-moi te soulager d'ailleurs de ces 2 blancs qui, pris en Atari, rejoignent mon goquet. T'en remplis que la victoire est mienne désormais. Le technome, pour la 11e partie en 11 jours, renversa le plateau de jeu. Ah merde! Je veux jouer à un vrai jeu. J'en ai marre de ce pays de cons. Là, faut réfléchir pour gagner. C'est chiant. De fait, tu triomphes au jeu ou au hasard est une composante qui suppante tes tares. Hein? Qu'est-ce que tu baragouines? C'est toi le têteur, gros bâtard! La luminosité changea. Atkoum et Anorin levèrent les yeux et contemplèrent un lointain nuage à l'opacité surprenante. Ce nuage est trop sombre et ne dit rien qui vaille. Nous devrions rentrer, ça. Plus du cul. Atkoum compta sur ses doigts avant d'ajouter Du cul. Anorin compta à son tour. L'alexandrin fonctionne comme je t'ai enseigné, mais répéter les mots, c'est trop de facilité. Comment t'es trop jaloux que je sois un putain de poète et que les mots que je vomis sonnent un peu comme je pète? Je ne tolérerai pas des attentats ès-lettres. Ne franchis pas la ligne. Du cul, du cul, du cul. Anorin commença à relever ses pattes pour en venir aux mandibules. Le technome sautillait sur place en agitant ses petits poings, un sourire de bagarreur aux lèvres, prêt à en découdre. « Stop! » dit la voix de Célène qui arriva en courant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Morpionne? On allait se mettre à nos mères. Ne nous interromps pas, on s'amuse. Tu nous fais chier, là. Atkoum, ne parle pas comme ça à la petite. Mais bordel, Stena! Elle n'est plus petite. Elle a des poils sur la chatte. Vous vous battrez plus tard. Il faut partir immédiatement. Le nuage est presque sur nous. Stena se guida à l'oreille pour lui asséner une calotte. Aïe! Ça leur fait. C'est pas une petite pluie de merde qui... Ce n'est pas une simple pluie. Prenez vos pactages, on se retrouve dans la rue. Où sont le prof et Gunshi? Ils se terrent dans l'étude, continuant de lire, le moyen d'accéder au 2e fragment, du précieux artefact de notre époque absent, mais que dans le passé nous pourrions quérir. On fait comme ça. Dit Célène sans avoir fait réellement mine d'écouter. Elle disparut aussitôt. Le revenant et le technome levèrent à nouveau les yeux vers le ciel. À bien considérer, sa masse sombre grouillait d'une myriade d'éléments trop lointains pour qu'ils les distinguent. T'as de la chance, fils de tepu. Ça pue grave. Du séant? Le technome foudroya du regard son agaçant ami, qui venait de contre-attaquer en attentant à ce que son espèce avait de plus sacré, la vulgarité. « Gunshi, montre-moi l'emplacement de ces ruines sur la carte, s'il te plaît. » C'est ici, Sensei. Plus à gauche. Encore un pouce. Stop! Tu y es. Comme je l'ai dit, c'est dans les montagnes sacrées, après les cascades de la Grande Gorge. Gunshi, originellement un mort-vivant complet, n'était plus qu'une face fracassée à la suite d'une succession de malchance, hasards et mauvaises décisions. Tenu délicatement au-dessus du plan par l'énorme patte d'ours Nandi du prof, il lui faisait partager sa connaissance du continent d'Asia dont il était natif. « C'est vaste et, si j'en crois la carte, c'est une zone interdite que tu m'indiques. » dit le prof. Ce n'est guère étonnant, elle se situe dans les terres de la multitude innombrable, Sensei. Il n'y a pas d'endroit plus dangereux en Asia. « Et tu es certain qu'un relais s'y trouve ?» J'ai découvert plus précis dans un palimpseste de Rin Ito qui a été moins altéré par l'âge. La poétesse y parle d'une cité naine ravagée par le dragon à 9 têtes Feng Wang et de sa fuite désespérée à travers une arche temporelle. Elle vivait dans un village situé en contrebas des pics de Chantaburi qui sont les premiers de la chaîne de montagnes gigantesques qu'on nomme montagnes sacrées. Dans cette région, la multitude innombrable avait déferlé à l'époque où rien ne l'endiguait. Rin Ito a pu en réchapper miraculeusement et a raconté une partie de son épopée en un magnifique yukar. Tu peux accorder du crédit à ce témoignage, Sensei. Bon, une arche temporelle. C'est un mince indice, mais je ne vois guère de meilleure piste pour le moment. Le 2e fragment ayant été cassé par le passé, nous n'avons pas d'autre choix que de tenter de remonter le temps pour le récupérer avant sa destruction. Y a-t-il d'autres portails sur un des 3 continents, dans une zone moins dangereuse peut-être? Espérons que cette arche n'ait pas été endommagée par ceux qui ont génocidé le peuple nain. Le fait qu'elle se trouve dans une région périlleuse d'accès joue en notre faveur pour la préservation de ce vestige, Sensei.
Le prof prit un ancien rouleau de parchemin dans sa main. Si on en croit ce traité de mécanico-magie temporelle de Moussa Nbao, qui est le seul à avoir étudié des ruines d'Arche, il ne s'agit que de passages naturellement existants, puis domestiqués par les nains. Il doit donc être possible de les restaurer s'ils sont abîmés. Peut-être y en a-t-il d'autres ailleurs en des lieux de forte confluence magique. En attendant, c'est l'unique indice dont je dispose, Sensei. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin alors. À défaut d'une meilleure idée, nous marcherons vers les cascades de la Grande Gorge, puis au-delà dans les montagnes sacrées. Il sera possible de s'infiltrer à travers la multitude innombrable, Sensei, tant que Stena est avec nous. En ce qui me concerne, je ne puis m'y rendre. C'est trop risqué pour un mort-vivant. Je ne saurais vous accompagner. Je ne te comprends pas, Gunshi. Tu ne veux pas qu'on te mette dans un nouveau corps pour te soigner parce que tu désires soi-disant mettre fin à tes jours. Mais tu cherches à éviter le danger mortel que constitue la multitude innombrable. N'est-ce pas paradoxal? J'ai mes raisons, Sensei. Périr au sein de cette entité desservirait mes projets. J'espère quitter ce monde. Je ne cesse de vous le répéter. Encore plus depuis qu'il ne reste que cela de moi. Je ne suis plus qu'un masque de moi-même. Qu'est-ce qu'il fait sombre tout à coup? Tu ne trouves pas? Un bruit anormal en provenance de l'extérieur, de légers cliquetis, commença. Le prof s'approcha de la fenêtre. Ce doit être la grêle? Effectivement, de petits grêlons très dispersés tombaient en faible nombre et rebondissaient gaiement sur le sol. Le prof regarda le ciel qui était noir comme en pleine nuit. Il ramassa le seul grêlon posé sur le rebord de la fenêtre et poussa un cri de stupeur. Il rajusta ses lunettes pour mieux y voir de près. Que se passe-t-il, Sensei? Est-ce habituel? Toi qui es originaire d'Asia? Quoi donc, Sensei? Ce ne sont pas des glaçons qui tombent, ce sont des graviers. Un gravier de toi-même! Je suis une pouzzolane, tête de schiste! Le prof sursauta. Il jeta le malotru par la fenêtre. Salaud! Le cri injurieux du gravier s'éteignit au loin en un Aïe aïe! sonore. T'as entendu ça? Il vient de me parler, Gunshi. Sélène accourut alors, essoufflée. Il faut partir. Maintenant, une pluie de pierre va bientôt s'abattre sur nous. Pardon, des graviers qui parlent. Une pluie de pierre, il n'y a rien de tel en Asia, Selen-chan. Que nous inventez-vous donc là? Sélène brandit un galet devant elle. Enchanté. Dit ce dernier. Estimable Gunshi, je suis sincèrement honoré. Mais c'est le prof! Je suis ravi de vous rencontrer en pierre et en minéraux et de pouvoir enfin vous parler. La mâchoire du prof s'affaissa. Vous êtes... Pierre. Ah, Un léger silence s'installa. Bien. Tout roule pour vous? Demanda Pierre. On peut y aller. Le prof tira Sélène par le coude. mais Sélène, les galets ne parlent pas. Je me permets d'intervenir parce que c'est de moi que vous êtes en train de discuter. Cher professeur, vous êtes bien en face d'une pierre douée de paroles. Pour un esprit rationnel, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. On déguerpit. Dit Sélène. Inutile de paniquer. Rectifia Pierre. Mes partisans m'informent qu'ils vont couvrir votre retraite. Prenez le temps d'attraper quelques effets. Une longue marche nous attend. Il faut vous équiper. Notre nation secrète, jadis solide comme le roc, s'effrite et risque de se déliter. La voix de Pierre se noua. Excusez-moi. Comprenez que cela signifie la guerre civile pour mon peuple. Dans le futur, ce jour sera à marquer d'une pierre blanche. Alors, c'est plus un A qui fait running gag Ah. dans tout le chapitre. D'accord. Chaque fois, il dit « je m'appelle Pierre » et les autres font « A Ah. ». A, Ok. tu vois. D'accord. C'est vraiment nul comme nom pour une pierre. Ah. Et j'ai inventé une prophétie dont tu es l'élu, Je suis Célène. désolé, il faut que le A, il arrive Ouais, un tout je petit suis peu un plus peu tard, du après un A. petit temps de réflexion. Tu vois, c'est Ok. je m'appelle Pierre, ça fait un silence. A. Il s'agissait Excuse-moi, d'ex... tu as encore la voix de Célène ou pas? Je sais pas. J'ai l'impression que tu parlais plus sans voix de Julie, moi. Ah ouais, Non. putain, merde. Je pense que ça m'a mis un coup de pression de voir 12 ans. Et avec des seins et tout. Je me dis, oh putain. C'était long, mais on s'en est sorti.